Et pour parler de ce sujet et des particularités des relations égypto-européennes, nous avons en ligne Dr Essam Abdel Fattah, analyste politique. Bonsoir docteur. Oui, bonjour. Alors, parlez-nous tout d'abord du statut des relations égypto-européennes et surtout de l'état actuel des relations, surtout à la lumière de tous les événements qui se passent sur la scène internationale. Vous savez, l'Europe jouit d'une très bonne relation avec l'Égypte parce que tous les pays européens savent très bien la place prestigieuse de l'Égypte, son importance dans tous les domaines. Regardons par exemple en termes de sécurité. L'Égypte joue un rôle primordial dans la lutte contre le terrorisme qui menace toute l'Europe, tous les pays européens. On sait très bien que l'Égypte, est presque le seul pays qui se dresse debout dans cette lutte contre le terrorisme. C'est celle qui prend en charge le combat contre le terrorisme partout. On sait très bien que, justement, le Sinaï était le théâtre des opérations terroristes. L'Égypte, actuellement, joue un rôle très important pour rétablir la sécurité en Libye. La Libye, qui est une source aussi de migration clandestine. Les pays africains, actuellement, savent très bien que l'Égypte est la porte de l'Afrique, la porte très importante, et presque la majorité des conférences africo-européennes se tiennent ici en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Pourquoi? Parce que l'Égypte, en fait, qui mène vraiment la politique de lutte contre le terrorisme. Ça, c'est une chose. Oui. Sur le plan économique, l'Égypte aussi jouit de très bonnes relations avec tous les pays européens, c'est-à-dire sur le plan d'investissement, sur le plan, par exemple, de grands projets. Regardez, par exemple, un partenariat avec l'Italie pour l'exploration du gaz naturel, les gisements de gaz naturel en Méditerranée, aussi des relations très prestigieuses et particulières avec la France, c'est-à-dire que pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan aussi historique, touristique, et je dirais militaire, parce qu'il y a un partenariat entre la France et l'Égypte, et c'était vraiment le discours de Macron. Macron l'a dit plus haut, c'est l'Égypte est très importante. Il faut toujours faire intervenir l'Égypte quand par exemple, quand les pays européens se mettent à élaborer les politiques nécessaires extérieures pour, par exemple, soit envers l'Afrique, soit envers, par exemple, d'autres phénomènes qui menacent l'Afrique ou qui menacent les pays européens. Eh bien, sur le plan social, et aussi, je viens de dire que culturel, l'Allemagne aussi joue un rôle très important au niveau des investissements, parce qu'il y a des projets, par exemple, pour l'énergie renouvelable, relative aux énergies renouvelables, l'Allemagne, et on a vu, par exemple, récemment des interviews et des rencontres très importantes avec la Hongrie, avec d'autres pays comme l'Ouzbékistan, tout ça, et pas seulement ça, mais on a aussi l'Angleterre. L'Angleterre aussi joue un rôle très important ici dans des projets économiques égyptiens. En ce qui concerne peut-être la situation actuelle, regardez, l'Égypte sait maintenir sa politique de neutralité, parce que ça, on l'a vu au cours de la crise ukrainienne, parce que vous savez très bien que l'Égypte, en fait, c'est impartialité totale, neutralité complète, c'est-à-dire elle a de très bonnes relations avec la Russie et en même temps de très bonnes relations avec les pays européens, et c'est pour ça qu'elle garde une certaine distance très importante, justement, pour maintenir ces bonnes relations avec tous ces pays. Et où en est-on justement avec cette crise russo-ukrainienne? Simplement, l'Égypte a de bonnes relations avec l'Ukraine et aussi avec la Russie. C'est vrai qu'il y a des relations très étroites avec la Russie, mais regardez, par exemple, aux Nations Unies ou bien à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Égypte, en fait, sa voix déclarait fort que la nécessité de mener des négociations, de mettre fin à cette crise par les négociations, c'est-à-dire qu'une politique très prudente, très sage, parce qu'on sait très bien que, regardez, l'Ukraine et la Russie exportent à l'Égypte le blé, ça on le sait, il a de très bonnes relations, et même sur le plan touristique, n'est-ce pas? Donc, l'Égypte garde une certaine distance, et ça vraiment, c'est la distance de la sagesse.
C'est-à-dire, elle n'intervient que pour inciter les deux parties belligérantes à la table de négociation. Oui, mais quelle est la situation maintenant entre la Russie et l'Ukraine et quel a été l'impact de cette guerre sur l'Europe et par la suite sur l'économie dans le monde? Écoutez, c'est-à-dire que parfois, sur l'Europe, oui, actuellement, le problème de l'énergie, ça on le sait très bien que parce que l'Europe ne peut pas se passer de la Russie. C'est-à-dire que malgré en fait les sanctions infligées à la Russie, certainement sous la pression des États-Unis, les pays européens souffrent énormément, quel que soit vraiment ce que disent les médias européens en général. C'est-à-dire que vous savez que quand il y a des sanctions contre la Russie, ça incite en fait la Russie à réfléchir et à trouver d'autres alternatives. Et je pense que la Russie réussira à le faire malgré les sanctions. Il faut comprendre aussi le point de vue russe en ce qui concerne le problème ukrainien. Parce que là, vraiment, vous savez que les pays européens qui soutiennent l'Ukraine, on la soutiennent au nom de la démocratie, au nom des valeurs, je sais, occidentales. Mais il faut comprendre aussi le point de vue de la Russie. C'est-à-dire que la sécurité nationale de la Russie impose certainement que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, ça c'est une chose, et en même temps n'adhère même pas à l'Union européenne. Et puis il y a une partie de l'Ukraine, certainement, où vivent les Russes. Donc il faut comprendre le point de vue de la Russie, il faut faire des concessions quand on veut vraiment... Mais docteur Essam Abdel Fattah, ne pas adhérer à l'OTAN, c'est clair. Mais pourquoi ne pas adhérer à l'Union européenne? Non, adhérer à l'Union européenne parce qu'il y a une partie de l'Ukraine qui ne veut pas le faire. Vous savez que l'Union européenne actuellement, l'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne pour jouir simplement d'une défense commune contre la Russie, c'est-à-dire une défense parce qu'il y a aussi la défense des pays européens. Lorsqu'il y a un pays européen, par exemple, qui se trouve en difficulté, tous les pays européens vont l'aider, je le sais. C'est-à-dire que quelle que soit sa position. Mais le problème, c'est que la Russie ne refuse pas l'adhésion à l'Union européenne, mais il y a des conditions. Il y a des conditions relatives à quoi? À l'état des Russes qui vivent en Ukraine. Vous savez qu'il y a des Russes qui vivent en Ukraine qui se croient toujours une partie de la Russie, parce qu'ils font partie de la culture russe, de la civilisation russe. Vous comprenez? C'est-à-dire que, mais l'adhésion à l'OTAN, ça c'était interdit, parce que ça menace la Russie. Vous savez. Donc, je pense que il y a quand même des points de vue, des arguments très forts. Avancés par la Russie. Mais oui, c'est une question très importante. Et puis après, en ce qui concerne les sanctions jusqu'à maintenant contre la Russie, je sais que ils ont un poids, c'est-à-dire que, mais la Russie va trouver certainement d'autres alternatives. C'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Inde vont s'ériger en bloc. Et puis après, regardez, malgré la guerre, on a vu que ici, la valeur du rouble, de la monnaie russe, s'est élevée quand même. Oui, justement, est-ce que face à ces dévaluations des monnaies locales, face au dollar, bien entendu, en Égypte, pour l'investissement, est-ce que vous pensez que c'est une chose qui va attirer davantage d'investissements européens ou bien au contraire? C'est très difficile pour le moment de répondre à cette question, mais je pense que, vous savez que la crise est très complexe. Je pense que la crise ukrainienne, c'est pas vraiment à l'origine de la crise de dollar seulement. Il y a d'autres choses. Oui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses d'ordre financier. Vous savez que c'est par exemple la Banque centrale américaine a élevé l'intérêt aussi bancaire. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ont retiré leur dollar ici en Égypte, leur argent. Il y a d'autres facteurs, c'est très compliqué de répondre à ces questions, mais j'estime que la crise ukrainienne, certainement, est un facteur très important qui a impacté vraiment la valeur de la livre égyptienne.
Et est-ce que vous pensez que cette dévaluation va continuer ou bien que la livre égyptienne va pouvoir se redresser face au dollar? Ça dépend des projets productifs en Égypte. Si les projets infrastructurels commencent à porter leurs fruits, je pense qu'on pourra sortir de cette crise. Parce que le problème, c'est que on a besoin vraiment des investissements étrangers pour continuer les grandes réalisations égyptiennes. Hein, et ça, c'est le problème. Et c'est le seul, à mon avis, c'est la seule voie qui permettra à l'Égypte de sortir de cette impasse. Parce qu'il faut quand même, on s'attend vraiment à voir des fruits de grandes réalisations, c'est-à-dire surtout, je parle des réalisations productives, infrastructurelles, qui portent leurs fruits. Vous voyez, donc, mais l'Égypte certainement s'en sortira, c'est clair. Hein. Bon, sur le plan de la coopération entre l'Égypte et l'Europe, bien entendu, des investisseurs européens travaillent sur un grand nombre de projets en Égypte. Mais est-ce qu'on peut parler d'activités égyptiennes à l'étranger aussi en tant que coopération? Oui, parce que l'Égypte a commencé à lancer une nouvelle politique, c'est pour encourager les investissements européens. Ça, on l'a vu au cours des rencontres entre les responsables égyptiens avec leurs homologues aussi européens dans tous les pays européens, c'est-à-dire qu'elle a donné beaucoup de facilité et aussi là, je pense qu'elle leur a créé beaucoup d'opportunités d'investissement qui facilitent énormément aux investisseurs. Là, on lit tous les jours, par exemple, le Conseil des ministres se réunit pour, à titre d'exemple, offrir des facilités non seulement à la propriété des terres et pour aussi ouvrir des usines. Beaucoup de facilités. Je pense que par ces avantages, on pourra sortir de cette crise, on pourra attirer beaucoup d'investisseurs étrangers. On a remarqué aussi que l'Égypte portait une attention particulière aux jeunes, que ce soit les jeunes européens qui viennent en Égypte à travers bien sûr les conférences de la jeunesse, ou alors les Égyptiens résidant à l'étranger et bien entendu en Europe aussi. Oui, oui, ça pourrait aider. Ça pourrait aider parce que les jeunes aussi, vous savez que il y a les jeunes qui un jour eux-mêmes, ils auront leur propre projet, ils auront leur propre intérêt aussi à venir en Égypte, investir en Égypte. Donc l'Égypte réfléchit pour l'avenir aussi. C'est-à-dire que c'est l'avenir de la jeunesse. Et je viens vous dire que l'Égypte joue un rôle primordial on a par exemple à travers aussi les forums de la jeunesse qui se tiennent chaque année en Égypte. Donc elle est dotée d'un grand pouvoir, je dirais, moral, culturel, touristique et aussi économique. Il y a beaucoup de chance. Et certainement, l'Égypte, en fait, c'est créer un climat extraordinaire pour l'investissement. Docteur Essam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Merci à vous. Au revoir. Et on poursuit avec nos reportages. La ministre de la Coopération internationale, Madame Rania Al-Machot, a souligné l'importance de renforcer la coopération avec l'Union européenne. Et ce, grâce pour avoir davantage de coopération entre les deux parties dans tous les domaines. Et ceci a été réalisé lors de plusieurs rencontres au cours des quelques mois passés. Un reportage. L'Union européenne est l'une des institutions multilatérales internationales partenaires les plus importantes de l'Égypte et nos relations bilatérales ont connu un développement au cours des dernières années dans le cadre des priorités du développement de l'État et des efforts visant à réaliser le programme de développement durable, a dit la ministre de la Coopération internationale Rania Al-Machot lors d'une réunion virtuelle tenue avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte, Christian Berger.
Cette réunion a pour but de suivre les efforts conjoints de coopération dans le domaine du développement entre le gouvernement et l'Union européenne, dans le cadre des relations stratégiques entre les deux parties, en plus d'examiner les résultats de la réunion de Mme El Machot avec le vice-président de la Commission européenne et commissaire européen à l'action pour le climat. Mme El Machot a souligné l'importance de renforcer la coopération avec l'Union européenne dans la période à venir grâce à davantage de partenariats entre les deux parties via des outils de financement innovants et d'autres mécanismes de coopération de l'Union européenne. La ministre de la Coopération internationale a également évoqué avec l'ambassadeur de l'Union européenne les futurs projets entre le gouvernement et l'Union européenne dans le cadre de la future stratégie 2021-2027 et les priorités de développement, notamment le développement rural, les transports, l'énergie et la transformation verte que regroupe l'initiative de l'équipe européenne. Et nous avons en ligne pour parler toujours de ce sujet qui est les relations entre l'Égypte et l'Union européenne. Monsieur l'ambassadeur Hossein Hariri, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez? Bon, une petite pause et on va essayer de reprendre l'appel. On va essayer de reprendre l'appel une fois de plus. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Madame. Allô? Oui, bonsoir, vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur? Oui, madame. Oui, madame. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, notre sujet est consacré à la qualité des relations entre l'Égypte et l'Union européenne et à la coopération existante entre l'Égypte et l'Union européenne. Comment est-ce que vous la qualifiez? Ce sont des relations privilégiées, madame, et l'Union européenne est la partie avec laquelle c'est la plus importante partie avec laquelle le commerce extérieur égyptien se passe. Alors je crois que ça, sur le plan commercial et le plan économique, sur le plan de l'aide, l'assistance au développement, je crois que les institutions européennes nous assistent dans la mise en œuvre de plusieurs projets clés. Et d'un autre côté, sur le plan politique, je crois que la concertation et la coordination des positions égyptiennes et européennes est aussi importante, madame. Est-ce que, il y a toujours eu certainement de très bonnes relations entre l'Égypte et l'Union européenne, mais c'était des relations basées sur l'amitié, sur l'histoire. Aujourd'hui, les relations sont plutôt basées sur les intérêts communs et la relation gagnant-gagnante, non? Ouais, les relations internationales se basent toujours, madame, sur les intérêts, madame. Et comme vous venez de le préciser, dans le contexte des relations égypto-européennes, ce n'est pas seulement les intérêts, mais aussi une histoire. Oui. Et le plus important, à mon avis, il me semble que la Méditerranée était toujours un pont entre l'Égypte et l'Europe et dans les temps modernes l'Union européenne, certainement. Alors c'est la géographie et l'histoire jouent un rôle important dans les relations qui lient l'Égypte avec les pays européens d'un côté et l'Union européenne d'un autre côté. Et où en est-on, monsieur l'ambassadeur, avec l'Union des pays méditerranéens? Où en est-on? Oui, certainement, à cause de la crise financière de 2008-2009, et aussi et récemment la pandémie, la coopération euro-méditerranéenne
n'est pas au beau fixe, certainement. Et on peut dire qu'il était victime, si j'ose dire, de la pandémie et de la crise financière de 2008-2009. Et s'ajoute certainement la guerre en Ukraine ne va pas arranger les choses. Mais le concept, l'idée même de cette coopération euro-méditerranéenne est une bonne idée et une excellente idée. Et une fois toutes ces crises derrière nous, on doit renouveler ce partenariat euro-méditerranéen entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, madame. Mmh. Et quelles sont vos attentes pour la crise russo-ukrainienne? Non, ça c'est tôt de le dire, mais la situation s'empire d'un jour à autre à la lumière des politiques des uns et des autres. Espérons que le message du pape François Ier sera entendu. Ce message de Pâques, depuis 2 jours, il a appelé à la paix et espérons que ce message va être entendu par les uns et les autres, madame. Qui a appelé à la paix? L'Ukraine? Non, sa sainteté, le pape. Le pape? Oui, le pape. Oui, c'est normal. Bon, monsieur l'ambassadeur, comment est-ce que cette crise russo-ukrainienne a impacté les cours des investissements européens et l'économie en Europe en général? Non, certainement, d'une façon générale, madame, les conséquences et les retombées économiques, financières de la guerre en Ukraine sont des retombées, des conséquences pas positives du tout, pas seulement sur le plan de l'investissement, mais sur le plan de l'économie en général et sur les prix de l'énergie et la sécurité alimentaire des pays en voie de développement, parmi lesquels figure l'Égypte. Alors, ce sont des retombées, madame, et des conséquences sérieuses. Et je pense que tout le monde est conscient. Et on est conscient et on verra comment les choses vont s'arranger dans l'avenir. Mais avec la dévaluation de la livre égyptienne face au dollar et face à l'euro, bien sûr, est-ce que vous pensez que c'est un facteur qui va activer le tourisme en Égypte et encourager l'investissement, ou bien au contraire, ça ne changera rien puisque de toutes les manières, il y a une crise économique en Europe? Certainement, la hausse des prix et l'inflation, le taux d'inflation en Europe pèse sur les échanges économiques d'un côté et d'un autre côté sur le tourisme. Mais certainement, mais de point de vue comme hypothèse, certainement la dévaluation de la livre égyptienne devrait encourager le tourisme et encourager en même temps les exportations égyptiennes à l'étranger, car les prix deviendraient les prix en Égypte, soit les prix des biens exportés ou les prix liés au tourisme certainement seront plus compétitifs qu'avant. Et concernant les exportations égyptiennes à l'étranger, elles ont certainement augmenté durant les 2 ou 3 dernières années. Quelle place occupent-elles sur le marché commercial mondial? Non, certainement, les échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Union européenne sont les plus importants pour le commerce extérieur égyptien. Mais il y a plusieurs facteurs qui vont peser ou qui pèsent, madame, sur ces échanges et sur les exportations égyptiennes aux pays européens. Comme on vient de le préciser, madame, la dévaluation de la livre égyptienne devrait rendre nos biens à l'exportation plus compétitifs
sur le marché européen, mais certainement il y a d'autres facteurs qui sont en jeu et espérons que les exportateurs égyptiens feront de leur mieux certainement de cette occasion-là, de cette dévaluation de la livre égyptienne pour augmenter les volumes de leur exportation vers l'Union européenne. Monsieur l'ambassadeur, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci madame. Merci madame. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Bien entendu, cette crise russo-ukrainienne a affecté l'importation de blé pour l'Égypte, puisque l'Ukraine et la Russie étaient les deux plus grands exportateurs de blé pour l'Égypte. Et depuis donc, le gouvernement égyptien prévoit d'augmenter la culture de blé de 1,5 million de faidans sur 3 ans pour faire face à toute crise, aux pénuries et pour assurer l'autosuffisance. Un commentaire. La Russie et l'Ukraine étant d'importants producteurs de matières premières et les perturbations ont provoqué une flambée de prix mondiale, notamment du pétrole et du gaz naturel. Le coût des denrées alimentaires a fortement augmenté. Le blé, dont l'Ukraine et la Russie assurent 30% des exportations mondiales, a ainsi atteint un niveau record. Premier importateur mondial de blé, l'Égypte, sous la menace d'une pénurie de blé engendrée par la guerre en Ukraine, envisage l'augmentation de la production de cette culture à 1,5 million de faidans sur 3 ans. Si en 2021, l'Égypte a acheminé près de 13 millions de tonnes de blé en provenance d'Ukraine et de Russie, depuis le 24 février 2022, début du conflit russo-ukrainien, le pays est obligé de diversifier ses fournisseurs pour maintenir son équilibre alimentaire. Base de l'alimentation de 105 millions d'habitants, la culture du blé en Égypte rencontre de nombreux obstacles qui affectent son accroissement. Il s'agit des ravageurs de blé, le manque d'engrais, l'augmentation de la salinité des terres ou les changements climatiques. Pour y faire face, le gouvernement égyptien annonce la mise en place des incitations supplémentaires pour encourager les agriculteurs à vendre leur blé local à l'État à 65 livres égyptiennes par ardeb. Le conflit est un coup dur pour l'économie mondiale. Il va nuire à la croissance et entraîner une hausse des prix. Au-delà des souffrances et de la crise humanitaire provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'ensemble de l'économie mondiale va ressentir les effets du ralentissement de la croissance et de l'accélération de l'inflation. Et pour parler de cela, nous avons en ligne le Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bon, comme on vient de le voir dans le reportage, la Russie et l'Ukraine, les deux plus grands exportateurs de blé pour l'Égypte, sont à présent bloqués à cause de cette crise. Et donc l'Égypte cherche des solutions. Quelles solutions a-t-elle trouvé? C'est pénible. Solution, c'est de trouver des exportateurs alternatifs, c'est-à-dire d'autres pays en Europe. On se dirige vers l'Australie, le Canada, c'est-à-dire il y a des autres producteurs. Les prix sont plus hauts, certainement, et probablement ils ont déjà des contrats signés. Donc c'est difficile, mais on doit le faire. Et je pense que l'Égypte a réussi à sécuriser au moins un pourcentage raisonnable de ses besoins de blé pour les années qui viennent. Bien que la récolte de blé, c'est le temps maintenant, et ça peut couvrir peut-être un 15 à 20% de la consommation locale, mais on a besoin de sources alternatives, et c'est justement ce que le gouvernement essaie à faire. En plus, nous prions tous que ce conflit entre l'Ukraine et la Russie ne prend pas
beaucoup de temps et se termine d'une manière ou d'une autre rapidement pour ne pas vraiment causer des problèmes et des pénuries de blé pour l'Égypte. Autre alternative, on doit dire ça, c'est de trouver une matière première à base de laquelle on peut fabriquer ou, disons, boulanger le pain. C'est-à-dire, peut-être, il y a des genres de maïs, d'ailleurs, dans la Basse-Égypte et même dans la Haute-Égypte, il y a certains pains qui sont faits à partir du maïs. Donc, encore, c'est une solution. Oui. Mais la solution la plus importante, c'est de trouver des vendeurs ailleurs que les deux autres pays, Outre de trouver d'autres pays exportateurs de blé, l'Égypte a décidé de planter 100,5 millions de faidans de blé sur 3 ans. Est-ce que vous pensez que ces plantations seront pour l'exploitation locale ou bien qu'elles seront absolument. Absolument. C'est-à-dire, vous l'avez bien dit, il y a des obstacles, il y a des défis sur le plan culture de blé en Égypte, à propos terre, etc., etc. Mais en principe, on doit trouver la solution locale. Et à mon opinion, c'est un plan stratégique, la fourniture de blé. Si jamais on peut arriver à l'autosatisfaisance, ça sera excellent. C'est un disons, un rêve même, un espoir, mais un rêve plutôt. Et j'ai une autre opinion, c'est que on peut d'ailleurs utiliser les terres arables qui se trouvent au Soudan, par exemple. Ce sont des milliers de faidans. Et peut-être on peut arriver avec le Soudan à un, disons, agrément, etc., pour utiliser les terres disponibles au Soudan pour la production du blé. Non seulement pour couvrir le Soudan et l'Égypte, mais dans ce cas, on peut à la rigueur exporter même du blé à d'autres pays africains. Oui, docteur Raouf Ghafar, si le blé est planté en Russie et en Ukraine où il fait excessivement froid, comment est-ce qu'il va pouvoir planter en Égypte et au Soudan où il fait excessivement chaud? D'ailleurs, nous plantons du blé. C'est une récolte hivernale, donc ça peut être récolté. Peut-être le taux de production n'est pas si élevé. Vous avez parlé 10-12 RDEP par fédant peut-être. En Russie, Ukraine, c'est encore plus. Mais on peut, ça vaut le coup de faire cet exercice en Égypte et au Soudan, même si le revenu sur le plan quantité est un peu moins. Mais pour ne pas justement confronter une situation pareille où, moi je dis, c'est une chose que cette guerre arrive juste avant le temps de notre récolte de blé. C'est une chose divine, franchement, parce que si jamais ce cas, cette guerre a commencé peut-être d'ici quelques mois, on aurait vraiment eu un problème, un très grand problème. Mais cette fois-ci, voilà, on a la production locale qui peut nous couvrir le plan de consommation pour quelques mois et durant lesquels on peut chercher et trouver et contracter des quantités de provenance d'autres pays. Est-ce que vous pensez que l'Égypte va quand même retenir une leçon suite à cette crise russo-ukrainienne et commencer à planter et à créer sur le plan industriel les produits essentiels dont elle a besoin
au lieu de continuer à les importer? ABC. C'est l'ABC. C'est-à-dire, la première chose, à mon opinion, encore une fois, pour n'importe quel pays, c'est de produire les matières essentielles à la vie de son peuple. Donc, nourriture, c'est impératif. C'est une leçon, malheureusement, avec le Covid-19 et avec maintenant cette guerre, on a appris pas mal de leçons. Mais en principe, certainement, on doit trouver une solution pour, d'un côté, augmenter certainement notre production, espérant, parce que nous importons à peu près 70% de nos besoins de blé. Donc c'est un défi assez grand pour aboutir à une autosuffisance sur le plan blé, mais on doit passer par là. Et d'autre part, on doit, ça n'a rien à faire avec le blé, mais le taux d'augmentation de la population représente encore un autre défi, parce que la consommation augmente avec l'augmentation de la population. Donc ça, c'est encore une chose qui doit être résoudre très prochainement. Oui, certainement. Espérons bien. Certainement. Docteur Raouf Gaafar, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment avec la suite de nos programmes. La société pétrolière italienne Eni mène une politique qui vise la sécurité des approvisionnements énergétiques de l'Italie. Un protocole d'accord pour optimiser la production gazière et les exportations de gaz naturel liquéfié a été signé le 13 avril en Égypte. L'objectif de cette entente est d'augmenter les quantités du combustible acheminé vers le marché européen et italien en particulier. Selon les termes de l'accord dont les aspects financiers n'ont pas été divulgués, les deux partenaires vont œuvrer à optimiser la production de gaz en Égypte. D'autre part, l'accord engage Eni à consolider ses activités d'exploration dans le pays. Il s'agira pour l'entreprise italienne de maximiser sa campagne d'exploration, non seulement dans les blocs sur lesquels elle est déjà active, mais aussi sur des périmètres récemment acquis dans les régions du delta du Nil, de la Méditerranée orientale et du désert occidental. Avec une production d'environ 360 000 barils d'équivalent pétrole par jour, Eni est le plus gros producteur d'hydrocarbures en Égypte, où il détient des intérêts dans plusieurs blocs d'exploration et de production. C'était donc la société Eni, puisque dans le contexte actuel de la crise ukrainienne, la société pétrolière Eni et l'Egyptian National Gas Holding Company ont signé le mercredi 13 avril un protocole d'accord pour optimiser la production gazière et les exportations de gaz naturel liquéfié. Voilà, c'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.